Flow, l'actu de demain. Bonjour MK. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Flow. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je sais que tu reviens tout juste d'un voyage en Norvège, donc Tout à fait. tu as une Merci vie de pas m'accueillir. mal. Ouais, écoute, avec plaisir. MK, tu as une vie assez riche. Hein. Tu es biologiste marine, tu es violoniste, tu es navigatrice, tu es engagée, activiste. Conférencière. Donc, écoute, on va prendre le temps d'explorer tout ça, ton message. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous dire tout simplement qui tu es et ce qui t'anime ? Eh bien, ça c'est la bonne question pour commencer. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de trouver du sens dans ce que je fais. Donc forcément, ce sens, je l'ai travaillé à travers les années. Et petite, ça m'arrivait plutôt que moi qui décide ce qui se passe. Donc c'était beaucoup de violon, beaucoup de voilier. J'ai décidé de faire des études en biologie marine parce que ça me passionnait aussi depuis toute petite. Et donc tout ça a grandi un petit peu en parallèle pendant les études. Et donc ça a pris de plus en plus de sens quand j'ai pu décider moi-même ce que je voulais en faire. Ou surtout que je savais pas trop quoi en faire et puis j'ai dû quand même me confronter à la question. Bien sûr, oui, c'est des sujets assez différents les uns des autres. Voilà, et pourtant j'arrivais pas à en lâcher l'un ou l'autre en fait. Ouais. Ils sont tous sont vitaux pour moi. Et donc voilà, aujourd'hui je crée des ponts entre art et science, je navigue, j'utilise cette plateforme pour pouvoir créer des choses, tenter des choses. Et voilà, j'essaie d'en sortir le plus de plaisir possible pour moi-même et pour les autres et de partager tout ça. Est-ce qu'on peut dire que tu es une éco-aventurière ? C'est vrai qu'on a une petite discussion sur le mot expédition qui a une petite connotation coloniale et que justement on préfère le mot aventure, aventurière. Plus sympa. Après, éco ou pas, je pense que l'aventure elle est toujours reliée à quelque chose de sobre et de vrai et de dur. Ouais, donc, d'authentique. D'authentique, voilà. Le dépassement aussi. Voilà. Donc je pense qu'être en aventure et ne pas le faire écologiquement, je pense que c'est pas une vraie aventure peut-être. Ouais, intéressant. Mais voilà. Et donc, mais en tout cas, éco, dans le sens où tu as réussi donc déjà à garder ses passions, parce que tu peux avoir une passion étant enfant et puis l'abandonner en cours de route, comme le violon. Bon, tout le monde ne fait pas de violon enfant, mais voilà. Exactement. Moi aussi, c'est venu, c'est reparti, là, ça revient. Ça revient. Voilà. Et effectivement, tu as réussi à concilier donc, ces passions, donc la musique d'un côté, peut-être une de tes premières passions, puis la voile, que tu as connue assez jeune aussi. Et puis, donc, tu as ton métier, ou en tout cas tes études autour de la biologie marine pour créer quelque chose d'assez nouveau, d'assez inédit, qui porte un message autour de la nature, de l'environnement, de la protection des animaux également. Tu parles beaucoup de la pollution sonore. Tout à fait. Que les animaux subissent à cause de nous. Donc, tu as réussi quand même à trouver une certaine cohérence en mélangeant ces activités différentes. Voilà, j'essaye. Ouais. C'est pas mal. Pour moi-même et pour les autres. Oui. Donc, le violon, toute petite, la voile. Donc, ce sont tes parents qui t'ont initié à la musique et à la voile, qui t'ont donné ce goût, cette passion ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai été éduquée à la maison, aux États-Unis. Okay, d'accord. Donc, j'ai grandi dans un cadre complètement différent que ce que mes parents ont eu déjà petits, mes grands-parents qui sont belges. Voilà, toute la structure qu'on connaissait peut-être avant. En fait, mes parents ont basculé vers quelque chose de complètement différent et innovant pour eux. Ils n'ont pas été musiciens, donc justement, ils voulaient me donner l'opportunité. Ok, génial. La navigation, ils aimaient beaucoup, mais ils n'ont pas pu la faire non plus. Donc voilà, on était clairement des petits-enfants à qui on a beaucoup trop donné, peut-être. Mais voilà, jeune, on s'en rendait pas compte. Et donc, j'ai eu une énorme chance d'avoir ces cadeaux, en fait, donnés, parfois imposés. Ça, c'est toujours la limite entre qu'est-ce qu'on force pas. D'où le fait que je peux pas vraiment dire que c'était mon choix de le faire dès le départ. Il y a des choses qui étaient clairement imposées. Donc, c'est ça qui a pris du temps après de me le réapproprier, de le faire à ma manière. Donc, j'ai grandi dans le monde classique. Voilà, il y avait une certaine musique classique. Oui, exactement. D'accord, donc une certaine pression aussi, un cadre assez lourd. Une rigueur, faut interpréter, faut que ce soit juste. Pas mal de concurrence. Du stress, de le trac, beaucoup de facteurs qui, je pense, m'ont renforcé. Bien sûr. Sur même la manière dont on reçoit le feedback. Enfin, c'est clair que
ça nous forme à recevoir des coups de gueule un peu à n'importe quel moment et puis d'essayer de rebondir. Et voilà, il y a un peu d'autoflagellation quand même dans, dans tout ça. Non, mais de persévérance aussi. Voilà, ça prend plein de belles choses. Mais voilà, en tout cas, avec ce que je vis aujourd'hui, je me rends compte que c'est des choses qui m'aident, mais que je n'ai pas trop envie de faire perdurer dans le temps. Donc, c'est pas spécialement des qualités ou des compétences. Je pense qu'on a spécialement besoin dans cette société. Oui, mais puis en fait, ça t'a apporté une certaine compétence, un goût, des qualités. Mais ensuite, tu as twisté cet enseignement et tu te l'es réapproprié, comme tu disais. Et donc aujourd'hui, tu le fais à ta façon. Voilà. Et on va voir comment tu le fais, justement. C'est une façon très unique de le faire. Donc la voile, ça aussi, donc très jeune, mais tu es rentré quand même vraiment dedans aussi. Hein. Tu l'as fait de façon assez soutenue. Compétition à fond. Voilà, en optimiste puis en laser, dans la baie de San Francisco, donc vraiment des souvenirs. Génial. Je pense que c'était les premiers souvenirs vers déjà 6-7 ans, quoi. Seul dans l'océan face aux éléments qui, à San Francisco, peuvent être quand même assez intenses. Et en regardant des photos aujourd'hui, je me dis, mais quelle folie de mettre un enfant sur un petit bateau tout seul, là. Et en même temps, ça m'a clairement donné le goût pour tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. De me sentir autonome, seul sur un bateau à gérer où je vais. Enfin, c'est clairement une autonomie que sur Terre, je ne retrouvais même pas, quoi. En fait, sur Terre, je ne pouvais pas prendre le bus ou le train toute seule à cet âge-là. C'est vrai. Par contre, sur le bateau, je faisais ce que je voulais. Et bon, normalement, je devais aller quand même vers la ligne d'arrivée. mais c'est moi qui étais en contrôle. Donc ça aussi, ça m'a quand même appris une bonne persévérance, un bon travail quand même à chialer, mais à rebondir et repartir. Donc ça, c'était super. Et encore une fois, t'as quand même un tempérament assez... t'as le goût du challenge quand même. Mais je crois que voilà, c'était un peu en partie inné avec ce que je faisais. Et comme je disais, je pense que je n'étais pas totalement lucide. C'est pas moi qui le décidais encore, tout à fait. Mais tu t'es accroché. Mais je me suis clairement accrochée. Quand tu étais livré à toi-même dans l'océan à 7 ans sur ton bateau, voilà, t'as pris les choses en main, quoi. Ouais. Donc clairement, ça me permet aujourd'hui de faire... Plein de choses. Plein de choses, ok. Je suis très, très reconnaissante. Et donc là, tu t'orientes à partir de quel âge vers justement les études que tu as pu faire derrière de biologie marine? Comment t'en arrives là? J'ai beaucoup voyagé. Donc mes parents ont décidé de emménager en Europe, mais on est passé par l'Italie, par l'Allemagne, on est revenu en Belgique, on est reparti aux États-Unis 1 an, on est revenu et chaque fois j'étais dans une langue différente. Donc ça a pris pas mal de place dans mon processus. Je pense que j'arrivais pas trop à savoir quoi en faire. Et donc j'étais en Belgique quand je suis entrée en jeune talent au conservatoire. Donc déjà avant la fin de mes études secondaires. Donc c'est venu assez naturellement de continuer le conservatoire et de faire mes études de bio à côté parce que je voulais en faire quelque chose, mais c'était clairement pas le meilleur endroit pour étudier la biologie mais c'est marine. Quand même le goût, ton expérience et le goût de la voile, de l'océan qui t'a amené vers ça, quoi. Vers la biologie marine ? Ah oui, complètement. D'accord, ok. Oui, je nageais beaucoup aussi. J'étais complète natation, évidemment. Ah oui. Donc, j'adorais me bouger dans l'eau, puis de voir un peu ce qui se passait sous la surface, en fait. On avait un lac pas loin de chez nous, mais qui était merveilleux et c'était un de mes premiers terrains de jeu, quoi. Ouais, de découverte. Ouais. Et je me souviens, j'avais des lunettes à l'époque. Ouais. Je voyais rien sous l'eau, tout était flou. Ouais, c'est vrai. Et du coup, mais je me rapprochais vraiment très très proche de tout ce qui se passait, et donc j'essayais de comprendre un maximum. Ouais. Et le jour où j'ai mis des lentilles sous l'océan, c'était encore plus magnifique que tout. Donc, joli. Voilà. Ça te faisait pas peur? Non, justement, je pense que quand on parle de peur de l'océan, c'est vraiment juste qu'on n'a pas compris comment il fonctionne et à quel point il soutient de la vie qui est bien sûr. Jolie, belle, gentille. Et juste que c'est la chaîne alimentaire qui doit fonctionner pour qu'on puisse survivre. Mais il y a vraiment rien qui fait vraiment peur, quoi, si on sait ce qui se passe. C'est l'inconnu, en fait. C'est l'inconnu. Ouais. Donc, c'est ce qui t'a un peu poussé à vouloir en savoir plus, justement, sur cet inconnu, comment ça fonctionne, ce qui se passe en dessous de l'eau, dans l'océan. Et donc là, tu fais des études de biologie marine, donc. Je fais des études d'abord de biologie tout court à Bruxelles, qui me renferme un peu dans un truc où je suis un peu bloquée. Et donc là, finalement, je termine mes études de violon, qui me permettent de partir à l'étranger faire des études de biologie marine. D'accord. Et donc là, justement, je commence à voyager toute seule. Ouais. J'amène mon violon avec moi, mais je rencontre des genres musicaux, des cultures musicales différentes dans lesquelles je m'intègre. Donc c'est un peu la première passe vers
d'autres cultures musicales. En plus, pour ça, le violon, c'est idéal, quoi. Ouais, ça se marie parfaitement partout. dans n'importe quel style. Ouais. C'est magique. Les jams, l'impro, voilà, c'était vraiment génial. Et donc, après ces études-là, fallait que je choisisse aussi ce que je voulais en faire comme métier. Et donc, c'est là que je suis partie sur cette première aventure à la voile pendant 2 ans autour de l'océan Atlantique. Donc ça, c'est le projet Seed Sailing. Exactement. Okay. Ouais. Donc là, ça commence à prendre forme. Tu dis, je garde tout. Oui, le violon, bon, ouais. la voile et donc la biologie marine, donc des compétences, une expertise, une curiosité. Et tu arrives à créer quelque chose où tu arrives à concilier les trois. Oui, et donc ce projet Seed Sailing voit le jour. Exactement. Alors, c'est quand on a dû commencer à pitcher le projet pour trouver des fonds que là, je devais vraiment avoir un projet à présenter. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment creuser le sujet de la pollution sonore. J'avais fait un mémoire sur la bioacoustique des cétacés, des globicéphales à Tenerife. Donc là, j'avais déjà des éléments musicaux dans les études scientifiques. Mais clairement, je remarquais que le monde scientifique, il manquait de quelque chose qui... De compréhension, Oui, de hasard, voilà, je cherchais le mot. Du hasard, il faut... La musique, c'est les émotions, c'est le hasard, c'est les sentiments, et puis parfois, le monde de la musique, parfois, il est un peu trop... il manque parfois un peu de rigueur. Non, ouais, bien sûr. En tout cas, dans les autres cultures musicales que je découvrais. Donc voilà, en tout cas, les deux se complétaient, et donc j'avais envie de creuser ça. Et ce projet, il est né, si on revient juste un petit peu, si on s'arrête un peu sur l'origine du projet, tu l'as monté avec d'autres passionnés. Oui, des amis à moi. Ouais. Qui avaient aussi leur spécificité. Et donc, comment vous en arrivez à vous dire, OK, on va utiliser un petit peu nos passions, nos envies, nos expériences et ce qu'on a appris pour créer ce projet qui, quand même, était déjà assez différent, assez unique? On avait déjà navigué ensemble, donc c'est le bateau de la famille de mon ami avec qui on est parti. Et on avait déjà ce goût pour la vie ensemble qui était d'être émerveillé par tout ce qu'on voyait et d'en profiter pleinement tout en respectant les lieux où on était. Donc on avait ce mode de vie incarné qu'on retrouvait l'un chez l'autre en fait, qui était trop bien en fait, juste on adorait ça. Et donc ça nous a mis sur la piste de se dire, on va faire ça, mais en essayant de se créer un boulot et de le rendre un peu sérieux, et que ça devienne un projet de vie. Et effectivement, on avait toutes ces capacités des universités, de tout ce qu'on avait appris, et on aurait pu clairement se retrouver derrière un bureau et faire du travail de laboratoire. Parce qu'ils avaient fait des études similaires, en tout cas ils étaient aussi... Les deux alors ils avaient une spécialité un peu différente de la tienne, mais... t'avais... Bio-ingénieur, voilà, pardon. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Donc c'était bio-ingénieur, donc scientifique aussi. Mais voilà, on s'est clairement dit... soit on fait ça en bureau, soit en labo, ou sinon en fait on se crée quelque chose et on essaye, on teste toutes nos capacités, on les met dans le vrai monde, on se confronte à des choses qu'on a envie d'aller voir, qu'on a envie de découvrir, qu'on connaît pas. Il y avait clairement des peurs qu'on s'est listées avant en se disant on sait pas comment on va réagir à telle ou telle chose, mais c'est justement l'inconnu qui nous rendait forts, qu'on avait envie de vivre. Évidemment, on n'était pas d'accord sur tout. Donc, c'est pas une utopie non plus où le monde est tout rose et tout le monde veut faire la même chose. Et justement, dans cette énorme liberté qu'on se permettait d'avoir, c'était important de réaliser que parfois, fallait quand même faire des consensus, se mettre d'accord sur des choses. Et la limite était dure à trouver, justement, avec tout qui est possible. Il faut quand même réussir à se dire, on va se donner une ligne directrice. Il faut avoir un cap. Voilà. Donc vous partez tous les trois, le projet c'est ça, c'est partir tous les trois sur un bateau pour naviguer pendant... À la base c'était 30 mois, D'accord. Après c'était plus court parce que... Ça a été 2 ans finalement. Ouais, un peu moins, parce que il y a eu des différences à la fin. Céline s'est arrêtée au Sénégal, elle y habitait encore toujours. Ah oui, d'accord, génial. Ouais. Mais du coup, pour expliquer un peu quand même le projet en concret, pour que ça donne du sens aux auditeurs, aux auditrices, moi j'enregistrais les chants de baleines, donc les vocalisations de cétacés dans les endroits où on allait. Donc on a essayé quand même un peu d'aiguiller la route pour trouver les hotspots de cétacés. J'enregistrais avec mon hydrophone à bord. Et puis sur Terre, près de ces lieux où on enregistrait. Donc ça, c'est un micro qui va sous l'eau. Exactement. Génial. Oui. Sur Terre, j'allais rencontrer
des locaux, des gens dans la rue. Je leur faisais écouter des chants de baleines. D'accord. Juste pour m'amuser, voir ce que ça crée, mais aussi justement pour pouvoir parler de la pollution sonore, leur faire entendre les sons qui existent sous la surface de l'océan, parce que beaucoup de personnes savent qu'il existe un truc, ou même pas du tout, et en fait c'est juste le fait de juste pouvoir montrer et partager ça avec n'importe qui, c'était très très chouette. Ça doit être assez dingue, quoi. Ouais, les gars qui doivent arriver, bonjour, je voudrais vous faire écouter des chants de baleines. Ils se demandaient un peu ce que je foutais là, mais voilà, il y a eu des réponses aussi où ils en avaient rien à foutre, et c'est tout à fait ok. Mais et donc voilà, tu travaillais déjà sur ce thème de la pollution sonore. Oui, c'était le plus évident pour moi. Je l'ai vécu dans l'eau aussi moi-même, j'entendais les moteurs. Alors que c'est quand même hyper paisible de pouvoir se mettre dans l'océan et profiter du son de l'océan qui est plein de vie, mais qu'on reconnaît pas encore très bien. Et puis du coup, j'allais aussi trouver les musiciens. Donc j'allais à la rencontre des musiciens, musiciennes des pays où j'étais. Et je leur proposais d'écouter les chants de baleines, de tout ce que j'avais, et de créer une chanson à partir de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils avaient envie de raconter dans leur langue ou dans leur manière de s'exprimer. Ce qui est assez rare de faire de la musique finalement avec des animaux, des baleines en l'occurrence. Mais je pense que c'était une évidence pour moi parce qu'au fur et à mesure de toujours ce processus de vie dont je parle, je voulais trouver du sens à ce que je faisais. Et donc la musique, c'était clairement un vecteur de messages, d'émotions. Et donc c'était une évidence. En tout cas, on m'a fait aussi comprendre qu'il y avait de la puissance là-dedans, que je puisse utiliser cet outil pour faire comprendre des messages écologiques, environnementaux, tout ce qu'on veut, sociétaux, aux personnes avec qui je pouvais échanger. Et donc de faire vivre ça avec d'autres personnes que je venais de rencontrer et de voir que la plupart du temps, ils se prenaient quand même aussi au jeu et qui ressentaient des choses très fortes et qui, eux, après, pouvaient être vecteurs de ce message, c'était vraiment ça devait être assez magique. Très fort. Ouais. C'est vrai que vous définissez Seedselling comme une plateforme flottante, itinérante, dont l'objectif est de sensibiliser autour du développement durable et ensuite, effectivement, en l'occurrence, la protection des cétacés, mais pas que des cétacés, et contre la pollution sonore et autres, quoi. Et c'est là que rentre aussi le deep sea mining. C'est là que rentre aussi le deep sea mining, ok. Ouais. Ça a commencé là déjà, ok. En fait, c'est très intéressant de voyager et d'être loin d'un pays. Bon, là, la Belgique, c'était le pays, même si j'ai pas passé autant de temps qu'en Amérique, c'est quand même le pays où je me sentais le plus attachée à ce moment-là. Quand on est en mer, loin de tout, et aussi dans des pays où on n'est pas né, où forcément on peut aider quelque chose, mais on n'est quand même pas attaché à ce pays-là. Moi, en tout cas, il y a eu un manque d'engagement. Enfin, j'ai ressenti un manque, ou en tout cas un questionnement de qu'est-ce que je suis en train de faire à nettoyer une plage au Sénégal. Ça va aider quelque chose, mais c'est pas moi qui va changer comment ça fonctionne. Je suis blanche, je débarque, je nettoie. Enfin, en fait, il y avait clairement un petit souci là-dedans. Tu avais besoin de plus d'impact, d'avoir un message qui... Ouais, et surtout, j'entendais ces problèmes qui commençaient à faire surface en France, en Belgique. On a commencé à entendre parler du deep sea mining, Camille Etienne, Anne-Sophie Roux, qui en parlaient sur les réseaux. Nous, on était en train de créer notre petite plateforme sur les réseaux sociaux aussi. On essayait de partager. Donc le forage sous-marin, pour aller chercher des minerais rares, ce genre de choses, quoi, pour faire des iPhones. Oui, c'est vrai. Nous, on est sur notre petit bateau en train de profiter. Et, ce qui peut être dévastateur, en l'occurrence, puisque les océans sont le poumon de la planète. Et si on dérègle complètement en faisant des forages à tout va, ça peut avoir des répercussions sur l'océan et donc sur l'ensemble de la planète, quoi. Exactement. En fait, la pollution sonore avait un rôle à jouer du coup dans l'exploitation minière des fonds marins. Et quand on creuse, effectivement, ça affecte la biodiversité, tout l'écosystème qui est autour. L'écosystème qui existe à 4000 mètres de profondeur, il ne va jamais se recréer. C'est quelque chose qui est en vie depuis des milliards d'années. Et voilà, tout ça pour de l'obsolescence programmée, pour une économie circulaire qu'on n'arrive pas à créer, en fait, qu'on sait qu'il faut, mais qui n'existe toujours pas. Et bizarrement, c'était une lutte en ligne à ce moment-là. Ouais, ça a résonné en toi, tu t'es dit, ah oui. Et j'étais là, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. J'ai essayé d'y participer, et donc j'ai utilisé ma voix, mais en ligne.
via du coup ce que je faisais aussi dans la musique. Et donc c'est devenu en fait quelque chose de naturel d'essayer de contribuer à quelque chose qui se passait en France et en Belgique pendant que j'étais au milieu du fleuve Gambien, entouré de bruit, de nature incroyable. Quand je suis rentrée en Belgique, c'était plus qu'évident que je m'y donnais vraiment à fond dans cette cause. Ok. Et alors, juste pour revenir sur la pollution sonore, avant de replonger sur la partie deep sea mining, j'ai lu ou j'ai entendu des témoignages de ta part, effectivement, où t'expliquais en fait vraiment, et je trouve que c'est une prise de conscience qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. On sait que les poissons, les cétacés communiquent et via des champs et sur plusieurs kilomètres, et qu'en fait, effectivement, cette pollution des bateaux, des paquebots vient perturber en fait leur communication et peut même les isoler. En fait, ça peut avoir des conséquences assez graves dans leur quotidien. Oui, complètement. Je pense que c'est, en tant qu'humain aujourd'hui, là on est à Paris, on se balade dans la rue, on n'entend plus à quel point c'est bruyant comme pas possible. Je pense que c'est fondamentalement... Enfin, quand on parle de la pollution sonore, c'est même pas un petit problème qu'il y a dans l'océan, c'est quelque chose de global sur notre terre entière. En tant que personne qui utilise nous-mêmes, on utilise la parole, on utilise la musique, on utilise nos sens. On a besoin de ça, donc c'est une évidence qu'en fait des animaux marins en ont besoin d'autant que nous. Et il n'y a aucune raison pour laquelle, en fait, ce serait pas Bien important sûr. et qu'on puisse mettre tous les bateaux qu'on veut et que ça fasse un boucan pas possible. Et donc, effectivement, eux n'ont pas... ils communiquent via des vocalisations, écolocalisations. Ouais. Donc, un petit sonar qui renvoie une image. Ouais, c'est aussi une façon de se diriger, de voir. Ouais. Et donc, c'est ça que j'essaie de partager dans mes prestations musicales aujourd'hui. C'est de faire ressentir aux humains qu'il n'y ait pas que non plus les oreilles, mais qu'il y a aussi les yeux, et que eux, leurs yeux, c'est quand même leurs oreilles. Ouais. Donc, en fait, ils se créent un univers, enfin, leur environnement, ils se l'approprient avec le son. Et donc, il y a plusieurs comparaisons. Il y a, par exemple, si tu es dans un bar et qu'il y a du son autour, tu parles de plus en plus fort. Et tu es bloqué un peu dans cet état de devoir un peu crier sur ton ami. Voilà, les baleines, c'est pareil. S'il y a un bruit de fond, elles vont commencer à parler de plus en plus. À un moment donné, si elles n'arrivent plus à s'entendre, elles s'arrêtent. Elles vont se perdre. Les bébés, ils vont s'isoler. Ils vont plus réussir à trouver leur nourriture parce que du coup, ils n'arrivent plus à recevoir la projection en image de ce qu'ils sont en train d'essayer de chasser. Il y a aussi cette image d'une photo. Si en fait il y a trop de lumière, on reçoit une photo blanche. Oui. En fait, il y a trop d'informations. D'accord, et donc, s'il y a un bruit de moteur qui prend en fait tout l'espace, il va renvoyer juste une image juste floue et trop blanche de l'environnement. Et donc là, le cétacé, il va plus savoir se positionner. Ouais. Et donc voilà, il y a des échouages de masse. Il y a aussi, on sait aussi qu'il y a les militaires qui sont en train de faire des tests dans l'océan, qui n'en parlent pas ou qui savent qu'ils devraient arrêter, mais qui le font quand même, parce que voilà, c'est la géopolitique, c'est compliqué. ce qui apparemment on veut avoir en premier lieu dans cette vie. Donc c'est vrai qu'il y a ces priorités qui empêchent en tout cas l'océan d'être un lieu vivant, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel on tombe régulièrement. Il y a des choses qui sont faites pour essayer donc de réduire la pollution sonore, qui est en fait tout simplement de réduire la vitesse des cargos. Ok. Donc il y a déjà une prise de conscience et une action entre guillemets légère. Ouais. D'accord, pour essayer de. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent pour ça. Et on parle de quelques nœuds, quelques kilomètres heure de vitesse à réduire pour que ça réduise significativement. D'accord, ok. Ça a quand même un impact. Oui. Mais je pense que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est nous, les petits humains sur Terre, qui commandent des choses qui font 2 fois le tour du monde avant que ça arrive devant notre porte dans le petit colis Amazon, qui est sur ce cargo qui fait du bruit. Ouais. Donc en fait, c'est à cause de cette consommation illimitée qu'on est en train de faire vivre cette pollution sonore. On réduit un peu la conséquence, mais pas la cause, quoi. Exactement. Ouais. Donc il peut y avoir des ONG, mais c'est clairement à nous aussi de changer un peu. De changer. Et toi, donc pendant tes aventures, tu en profites aussi pour mesurer cette pollution sonore? Alors je la fais parce que
elle m'intrigue, elle m'intéresse et elle me fait peur. Je la mets aussi dans mes prestations musicales. D'accord. Ben, ça fait partie du coup dans pour faire prendre conscience aussi. Là, ouais, je fais passer des sons de moteur qui prennent le dessus. J'avais pas entendu encore les sons de moteur. Ouais. Mais c'est ça, parfois le message y passe, parfois il est pas tout à fait capté. Parfois je le mets pas assez fort aussi, je pense que pour qu'on comprenne vraiment que c'est une grosse perturbation. Mais voilà, une chose peut-être que je peux souligner dans ce projet, c'est qu'on n'était pas rattaché à une université. Oui. Donc c'était de la science, mais pour moi-même en fait. Parce que c'était un projet indépendant. Voilà, je voulais me détacher en fait de cette course vers le toujours plus comprendre, tout se connaître. On a parlé de la curiosité quand j'étais jeune. Je pense que la curiosité aujourd'hui, elle peut être néfaste aussi. Et clairement, je trouve que, en tout cas, quand je faisais mes études, il y avait un moment où on savait clairement assez pour savoir ce qu'il fallait faire pour protéger l'environnement. D'accord. Et j'ai pas envie de savoir ce que dit la baleine pour que je comprenne qu'il faut que je la laisse tranquille. Ouais, l'idée, c'est pas de tout comprendre, c'est de comprendre suffisamment pour agir derrière. Il y a assez de personnes qui font ce travail qui est quand même merveilleux. J'ai pas envie de sous-estimer tout ce travail qui est fait. Mais clairement, je pense que parfois, la curiosité, elle mène vers des choses que... En tout cas, c'est pas ton objectif. Et donc, t'as œuvré en ce sens pour récolter, pour des sons, pour derrière créer un message qui soit un moyen de prise de conscience pour nous autres qui effectivement n'avons pas ça en tête et derrière un message qui a un impact fort pour pousser un changement au-delà de la prise de conscience, quoi. Voilà. D'accord, donc belle expérience de un petit peu moins de 2 ans. Donc des chemins qui se séparent un petit peu derrière. Chacun suit sa propre aventure. Oui. Et donc toi, tu continues et tu prends une direction un peu plus donc engagée. Je me politise de plus en plus. Activiste un peu, donc autour du message dont on parlait tout à l'heure, donc du deep sea mining. Que tu as relayé déjà depuis un peu plus d'1 an, là, de façon amplifiée depuis 1 an, officielle. Effectivement, moi, la première fois que je t'avais vu, j'en parlais tout à l'heure, mais c'était l'année dernière, là, au Change Now 2024. C'était ma première prise de parole publique. C'est vrai. Oui, on m'a lancé là-dedans. C'était très fort, très réussi. Voilà, merci. C'était un beau challenge. Je me suis retrouvée justement confrontée à ces sensations que j'avais jeune en tant que violoniste devant un public, mais là avec la parole. Donc, c'est parole, mais aussi la musique, puisque sur scène, beaucoup, pour ceux qui n'ont pas vu, mais ils peuvent le voir, puisque sur YouTube, on retrouve les vidéos, donc des écrans où on voit donc des baleines nager, chanter, on entend le son, et donc toi, par-dessus ce chant des baleines, tu fais du violon, et tu joues du violon de façon à ce que, au-delà de l'harmonie, tu recrées aussi le chant des baleines, quoi. Donc c'était assez impressionnant et puis je trouve que c'est une façon assez unique de passer un message à la fois ultra percutant sans mots, non violent mais en même temps ferme et engagé comme on le disait. Donc et puis derrière donc tu t'es effectivement t'es devenu officiellement leader sur l'engagement Deep Sea Mining dans la foulée. Mais c'est une position qu'on m'a donnée à ce moment-là et que j'ai pris très volontairement parce que justement après 2 ans de bateau, on se demande ok, maintenant je suis à terre, il faut que je fasse aussi quand même un petit peu quelque chose qui a du sens. Et ça avait énormément de sens pour moi. Bien sûr. Donc j'ai eu beaucoup de chance que ça arrive à ce moment-là. Et ça m'a clairement aidé aussi à choisir en fait comment défendre cette chose qui est très très importante pour moi, qui est importante pour la protection des océans, pour le futur de notre planète. Et justement, ça aligne beaucoup de valeurs que j'essaie de prôner encore toujours aujourd'hui sur mes aventures en voilier. Génial, c'est génial. Alors, donc tu reviens tout juste de Norvège, mais tu as toujours tes violons avec toi. C'est génial. Et en plus, tu as accepté d'apporter ton violon dans le studio. Oui. Donc tu es prête à nous faire un petit air alors peut-être sans les baleines, mais... Voilà, je peux essayer de les faire chanter à travers mon violon. Exactement. Ouais. Mais donc, écoute, avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Alors.
Superbe, bravo. Magnifique. C'est très, très, très beau. J'ai repris un petit chant de baleine que je connais très bien, que j'ai refait. Voilà, j'ai tenté un truc. Ah mais c'est génial. Donc un peu d'impro aussi, là. Oui. Ah ouais, génial. Ouais, ça venait du moment. Ouais. C'est vrai que quand on entend en plus les chants de baleines derrière, tu crées vraiment une harmonie. Enfin, il y a vraiment des moments où il y a deux notes qui sont différentes, mais qui s'harmonisent parfaitement. C'est vraiment très beau. Bah, merci. Ta façon de jouer. Bah, c'est marrant, il y a plusieurs manières d'interpréter du coup ce chant. Qui est marrant d'ailleurs dans le terme de chant. Donc là, c'est une baleine à bosse que j'imite. D'accord. Donc que j'ai entendu au Cap-Vert et aussi en Guadeloupe. Ok. Que j'ai vu, surtout. Ouais. Et c'est la baleine qui chante, on va dire. Mais c'est aussi, on l'appelle un chant parce qu'en tant que humain, en fait, la musique, ça vient de... C'est un mot en fait qu'on a créé pour quelque chose qu'on trouve de esthétique dans un bruit. Et donc, en fait, c'est tout ce qui fait du bruit dans la nature. Au final, c'est pas spécialement de la musique, c'est juste un terme humain qu'on met dessus parce qu'on le trouve beau. Alors qu'il y a énormément d'autres communications, effectivement, mais qu'on utilise moins le terme chant. Donc là, effectivement, c'est une vocalisation d'un mâle, donc qui est souvent là pour essayer de se reproduire avec une femelle. D'accord. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus que c'est pas qu'une fonction et qu'il y a aussi toute une série d'émotions ou de moments de vie qui passent à travers cette vocalisation aussi à ce moment-là. D'accord. Voilà. Extra. C'est assez précis. Donc, tu arrives à imiter ou en tout cas à jouer sur différents types de baleines, en fait. Là, c'était très précis. Quoi. Voilà, je reconnais la note, donc je peux jouer la même note et je peux essayer de faire en sorte que ça ressemble un petit peu. Après, mon but n'est pas de devenir la baleine dans le violon. Bien sûr. Mais, et c'est marrant, on me demande souvent est-ce que je joue pour les baleines. Et en fait, pour moi, c'est contre-intuitif par rapport à ce que je prône via mes messages de pollution sonore. Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas d'aller mettre une musique dans l'océan pour des baleines qui n'ont rien demandé. Ouais. Et donc, ce serait pas juste pour moi. Alors que c'est quelque chose que beaucoup de gens imaginent que je fais toute seule sur mon bateau à être en communion avec les baleines. Un mythe qui s'effondre. Voilà, désolé tout le monde. Alors, on parlait de ton goût du challenge. Donc, après le projet Seed Sailing, en tant que navigatrice de longue date, donc tu pars en transatlantique. Sur un classe 40, en course. Voilà. Donc là, petit challenge. Oui, tout à fait. Je suis repartie dans le monde de la course. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire cette course sur l'ancien classe 40 du coup de Stan. D'accord. Mon copain. Ouais. Et c'est tout ce que je voulais et tout ce que je voulais pas. Parce que j'ai clairement retrouvé des sensations d'enfance que j'adore. Qui sont effectivement, ligne de départ, ligne d'arrivée, trop bien, d'adrénaline, tout ce qu'on veut. Ouais. Et puis aussi, en fait, le monde marin qui s'effondre pour moi, qui est de voir à quel point les skippers, ils connaissent pas la mer. Donc, ça m'attriste de voir que des gens qui passent autant de temps, jour, nuit, tout ce qu'on veut sur l'océan, ils connaissent les fronts, ils connaissent les tempêtes, ils connaissent la météo, ils savent se pousser à bout, ils ont confronté plein de choses, ils sont survivants, tout ce qu'on veut, mais ils savent pas ce qui se passe sous la surface de l'océan, alors qu'ils sont en train de traverser cet océan à une vitesse mais pas possible, parce que la technologie permet des bateaux qui vont de plus en plus vite, qui coupent des baleines en deux, des requins en deux, qui polluent juste à la construction et aussi les villages de départ qu'il y a sur ces courses. Donc il y avait énormément de choses qui en fait rendaient cette aventure triste, humainement aussi, d'être confronté à un monde, à des gens en fait qui savent pas très bien communiquer. C'est sûr qu'en expédition, nous, on a fait beaucoup de travail sur la communication, l'intelligence collective, essayer de comprendre les émotions de chacun, chacune, qu'est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on peut s'entraider. Là, c'est bourrin, quoi. On est de retour dans ce monde dur de garder ses émotions pour soi, ne pas se laisser pas déraper, pas montrer que ça va pas. Et c'était un choc. Et en même temps, c'était une des plus belles expériences de voile de ma vie. Ouais, donc un rêve d'enfant, mais avec tes yeux, avec ta nouvelle expérience, tu
tu l'as vécu, et donc je pense que ça devait être quand même une expérience incroyable. Bah oui. Mais ok, je comprends, aujourd'hui, tu avais une vision différente aussi des choses, quoi. Oui, complètement. Joli. Et donc, tu continues donc à naviguer à travers le monde. Comme on le disait, là, tu reviens tout juste de Norvège. Donc, tu fais aussi des conférences, bien sûr, des documentaires. Tu as fait un documentaire aussi récemment. Donc, toujours pour passer le même message. Alors là, on passe peut-être trop de temps en mer à réfléchir et à remettre tout en question. Mais c'est sûr que le mode de vie que je mène aujourd'hui, j'essaie de l'aligner le plus possible à mes valeurs et ce que j'ai envie de voir dans un monde futur. Et donc, ça veut dire essayer de trouver des nouveaux récits, des nouveaux rêves qui respectent les limites planétaires, sociétales, et où je m'y retrouve. Et donc, c'est essayer de faire une forme d'art qui peut permettre aux gens de vivre ça aussi, ou en tout cas de faire toujours passer ce message. Donc voilà, c'est peut-être plus que le deep sea mining ou que la pollution sonore, mais c'est plutôt dans la manière de créer cet art que je donne mon temps et énergie en ce moment-là. Donc là, effectivement, je reviens de la Norvège, où on a été pour 2 projets différents, plutôt sur la performance sportive, cette fois-ci. Okay. Donc avec Stan, qui a arrêté la course au large, qui essaie de redéfinir ce monde de la performance juste en coupant le mot performance tout court, en fait, que ce soit plutôt une aventure, quelque chose qu'on vit pour plein d'autres raisons que de juste être premier. Et donc, on avait un grimpeur et une grimpeuse pour la première partie, où du coup, il y aura un film qui sortira normalement sur une nouvelle vision. C'est une petite dystopie-utopie qu'on a créée sur un monde futur de la grimpe. Génial. Et voilà, un deuxième avec une skieuse et un snowboarder qui nous a amenés donc bien au nord, en Norvège. Ça m'a bien poussé hors de ma zone de confort, mais en termes de froid cette fois-ci. C'est tout bête, mais voilà. Et même l'activité sportive est plus la même. On dort dans des duvets de moins 21 degrés dans le bateau. Enfin, ça paraît tout con, mais c'est vrai que c'est des choses que j'avais pas encore trop vécues. Donc très beau. Et là aussi, donc on va faire un film sur une fiction sportive où on mélange les rêves et la réalité. Excellent. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir créer la musique pour ce documentaire. Donc là, l'idée, c'était d'amener mon violon en haut des sommets. Génial. Et de créer la musique en live. Donc, C'est vrai que sur ton compte Instagram, notamment, on te voit faire du violon aux 4 coins du monde, sur un voilier, sur le sommet d'une montagne. C'est devenu un peu clairement une passion d'amener mon violon dans des endroits où il n'avait jamais été. Bien sûr. Donc, bien sûr, non, mais tu le fais voyager aussi. En même temps que tu nous fais voyager. Mais d'accord. Et donc là, après l'aventure, la prise de conscience et le message que tu portes, l'engagement, il y a cette volonté d'aller encore un cran plus loin et de redéfinir un message, une trajectoire en fait. Maintenant, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, des règles et des valeurs de la société qui incorporeraient toutes ces prises de conscience dans une direction qui fait plus de sens, quoi. C'est un peu vers ça que tu t'orientes de plus en plus. Oui, je pense que après je suis entourée d'une bulle où effectivement j'ai l'impression que tout va bien, et puis faut que je sorte de temps en temps pour me rendre compte que ce que je fais a du sens aussi pour des gens où je suis confrontée à des personnes qui croient plus en quelque chose qui peut changer. Voilà, le capitalisme, il y en a qui pensent que c'est comme ça et que c'est inévitable et c'est ce qui va se passer. Et moi, j'ai envie de dire, non, on est là pour montrer qu'en fait, on peut choisir ce qu'on veut faire, on peut choisir ce qu'on veut dans ce futur, mais il faut le prendre en main, il faut le choisir. Il faut lutter, il faut s'organiser, il faut se battre, il faut crier. Mais il faut avoir quelque chose à crier. Il faut qu'il y ait un sens à ce qu'on gueule, quoi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je continue à essayer de montrer que c'est possible différemment. Évidemment, ça fait questionner le confort, les luxes, les privilèges, tout ce qu'on a envie d'avoir. Faut se dissocier un peu de tout ça et se rendre compte que d'autres choses sont possibles, mais qu'effectivement, il faut aussi changer le mode de vie et les espérances de vie qu'on avait, qui étaient idéalisées par ce mode de vie capitaliste, où on se dit, la retraite, elle va être géniale, j'aurai plein d'argent, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Mais non, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant, mais ça veut dire qu'en fait, tu respectes ce que tu fais, tu prends en compte qu'il y a des limites et tu fais en sorte que
avec tous tes privilèges, que tu te rendes compte de tes privilèges et que tu puisses les partager et faire en sorte que les autres personnes autour de toi vivent bien aussi, quoi. Ah ouais, donc tu gardes quand même, comme tu le disais, il y a certaines personnes engagées qui jettent l'éponge, qui sont découragées, qui sont anxieuses, et qui ne voient pas forcément de lumière au bout du tunnel. Donc là, tu gardes une dynamique très positive, optimiste, enjouée. J'essaye en tout cas. Ouais. C'est pas bien, toujours comme ça. Mais... Non, mais c'est important de porter un message, même s'il est dur, mais avec une touche et une perspective joyeuse, optimiste. Mais je pense qu'une chose que aujourd'hui, en tout cas, je me rends compte, c'est que le fait d'avoir pu voyager beaucoup, d'avoir vécu dans plusieurs cultures différentes, en fait, ça me permet de comprendre les gens. En tout cas, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils pensent. Ouais. Et voilà, je pense que ça m'aide à essayer d'adapter ce message à chaque fois à un public différent pour qu'ils puissent le recevoir. La prise de conscience est différente. Comment tu le ressens, toi qui as beaucoup voyagé et qui a vu des cultures très différentes? Quel est leur rapport à cette problématique du réchauffement climatique? Est-ce que la prise de conscience est à peu près la même, ou est-ce qu'il y a des fossés? Est-ce que l'action est très différente d'un pays à l'autre? Comment tu vois ça? Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas au courant. Ok. Donc tout le monde est au courant. Ouais, donc ça, c'est déjà bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait avec cette connaissance. Et effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire quelque chose. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et c'est comme ça, ils n'ont pas les mêmes privilèges. Et s'ils sont dans la merde, c'est aussi à cause de nous, parce qu'on ne fait rien par rapport au changement climatique. Ouais. Donc il y a clairement des cercles vicieux qui sont chiants à voir, parce qu'on se rend compte que c'est comme ça. Mais du coup, je vois aussi les personnes qui pourraient faire quelque chose et qui ne le font pas. Et c'est des personnes d'autant plus privilégiées. Bien sûr. Et donc, c'est embêtant. Il faut trouver des petites pincettes pour essayer de faire comprendre quelque chose. Mais je pense vraiment, dans un monde idéal, on arrive à parler avec amour, avec conscience, avec juste l'objectif de créer un lien. Et donc, si on arrive à créer ce lien, on arrive à faire passer des choses plus sincèrement, plus authentiques. Et donc, c'est ça que je vais essayer de faire, tout en gardant effectivement un sourire, si je peux, parce que ça passe toujours mieux. Et tu t'es aussi rapproché du combat autour de la pêche industrielle, tout naturellement. Donc là aussi, c'est un problème épineux dont on est conscient, un vrai cercle vicieux. Quel est ton regard par rapport à ça, et comment on pourrait réorienter un petit peu la trajectoire de tout ça? Effectivement, on est bien situé à Paris avec l'association Bloom, qui fait un travail incroyable. Je pense que tout est très clair dans leur message et toutes les infos sont là. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller en Norvège et de comprendre comment ça fonctionne là-bas. Okay. Parce que le cabillaud qu'on mange ici, il vient de là-haut. Il y a beaucoup de pêche industrielle là-bas. Il y a beaucoup aussi de pêche artisanale. Il y a aussi beaucoup de saumon dans l'aquaculture du coup locale, dans les fish farms, comme on les appelle là-bas. Les images sont horribles. Je pense qu'on le sait tous, que le poisson rose, il n'est pas rose naturellement, et on met du colorant pour qu'il soit beau, qu'il est plein d'antibiotiques, plein de choses bien dégueulasses qu'on essaie d'éviter, mais qui sont quand même là. Et en fait, en Norvège, j'ai compris que ces fish farms, chaque fish farm j'ai oublié le mot français, appartient à une famille riche qui a des liens évidemment avec le gouvernement. D'accord. Et donc, en fait, il y a un revenu énorme par fish farm, par famille. Okay. Et en fait, ça va pas changer, sauf si la famille change. Ah oui. Et donc, c'est d'autant plus chiant de se rendre compte qu'en fait... pas évident de convaincre... de faire changer ça. Ouais. Donc, on a beau faut arrêter de manger du saumon tout court, il faut arrêter aussi de manger du poisson, sauf s'il est local ou qu'on sait d'où il vient et qu'il n'est pas surpêché. Ouais. Mais effectivement, dans la lutte profonde de comment faire changer le système entier, là, je pense qu'il faut convaincre ces familles, en fait. Il faut convaincre ces personnes de changer et d'arrêter de voir l'argent qu'il y a dans ce qu'ils font. Ce qui est évidemment bien sûr. ce qui leur fait rêver. Et c'est vrai que Bloom essaye aussi de
porter un message auprès des politiques pour les inciter à justement réguler, cadrer, réduire, changer la façon dont la pêche est opérée aujourd'hui et qu'elle passe d'une pêche industrielle un peu mortifère, faut le dire, vers une pêche, un retour à la pêche plus locale et respectueuse, quoi. Voilà, si tu manges du poisson, il faut que tu saches d'où il vient et que ça respecte tous les labels possibles qui sont énumérés partout, qu'on trouve en 2 secondes. Donc il y a effectivement l'individu qui peut faire quelque chose, mais surtout les politiques et les lobbies là-dedans, c'est atroce. Il faut continuer de porter le message. Mais il est là, le message il est là, il est de plus en plus clair et on voit que ça impacte les lobbies parce que là, tout juste hier, je pense que la Réunion a partagé quelque chose quand même assez terrifiant, des lobbies qui essaient en fait maintenant de l'attaquer elle personnellement. Donc en fait, on se rend compte que... D'attaquer Claire Nouvian. Ouais. Elle reçoit des messages de tous les côtés, de haine, de mort, de tout ce qu'on veut. Ouais. Et heureusement, elle est forte, elle comprend que ça veut dire que ça marche. Il faut le caractère pour survivre à ça, je pense. Mais c'est un message pour nous tous de savoir qu'en fait, notre lutte, elle fonctionne. Ok. Donc ça commence à les énerver, quoi. Ah oui. Il faut continuer. Ok, donc il faut continuer. Et il faut continuer ensemble un peu plus. Et je fais le lien avec justement tes derniers projets autour du sport de haut niveau, notamment. Et donc toute la réflexion autour de la compétition. Et peut-être changer un peu la façon dont c'est fait aujourd'hui et passer plus sur un modèle collaboratif, la force collective plutôt que la réussite individuelle, quoi. Tout à fait. Ça, je pense que grâce à mon parcours, le fait d'avoir un pied dans chaque monde, j'ai pu avoir un regard extérieur aussi. Donc aujourd'hui, je me rends compte que voilà, la musique classique est très élitiste, elle est très solitaire, elle est très perfectionniste. Donc j'ai envie de me sortir de ça, mais aussi de réussir à convaincre les musiciens, musiciennes que c'est possible de collaborer, que c'est possible de faire autrement. Aussi pour la science, c'est très facile de se mettre dans un truc hyper niche, hyper calé et de faire vraiment un truc... je pense qu'on ne sait plus trop si c'est pour soi ou si c'est pour la planète qu'on fait la découverte. Je pense qu'il y a un truc d'ego dans tout ce qu'on fait. Oui. Et c'est essayer de sortir de ça et se rendre compte qu'on peut être bon à plusieurs choses, on peut être multifacette et qu'en fait, ça nous permet d'autant plus de créer des liens avec tout le monde. Parce que plus on s'isole dans quelque chose, plus c'est compliqué de recréer du lien avec quelqu'un qui ne fait pas du tout la même chose que toi. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, dans cette société, on a besoin de recréer des liens, recomprendre d'autres personnes et pas les juger. Et ça, c'est clairement un des objectifs dans ma vie. Non, mais t'en parlais aussi tout à l'heure quand on racontait ton aventure transatlantique, donc avec des navigateurs passionnés, mais qui connaissaient ce qui se passait à la surface, mais pas en dessous. Une fois de plus, tout ce travail de pédagogie pour leur apporter cette compréhension et donc cette prise de conscience de l'impact de leur activité qu'on peut penser assez saine de base. Faire de la voile, on ne se dit pas que c'est ce qu'il y a de plus impactant sur l'environnement de prime abord. On ne parle pas d'avion, mais pourtant, ça a quand même un impact fort, donc c'est important d'avoir cette prise de conscience. Et pendant cette expérience, tu as aussi été confronté, tu le disais, à la dureté des rapports, des rapports humains. Tu t'es pas retrouvé dans une bande de joyeux lurons à partager, à refaire le monde tous les jours, quoi. C'était intense, c'était dur, c'était un monde d'hommes aussi. Oui, c'est clair que c'est devenu une habitude pour moi de pouvoir parler de choses profondes, pas profondes, très rapidement. Et c'est vrai que ça me choque parfois de voir que des personnes n'osent pas rentrer là-dedans, n'osent pas taper à l'intérieur d'eux-mêmes pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font là. Et pas juste que ce soit une évidence que oui, ils sont là parce qu'ils ont fait ça toute leur vie et pourquoi se demander plus de questions. Donc après, évidemment, ça demande un travail d'introspection, d'accompagnement parfois par des psychologues, des amis. Mais on est tous capables de ça. Et c'est beau. Ouais. Et donc c'est vrai que... Après oui, clairement, quand tu veux survivre et que le moment est compliqué, c'est pas le moment de débattre sur...
Oui, non, n'importe quelle question philosophique qu'on peut inventer tout de suite. Ouais. Mais clairement, oui, un monde d'hommes qui n'a pas l'habitude de montrer les vulnérabilités, alors que c'est ça qui est beau dans la vie. Ouais, un peu plus de remise en question et d'humilité, quoi. Oui. Un peu moins d'ego et de compétition. Et je pense que voilà, c'est tout con, mais tu parlais d'éducation. Dans les cours de sport, faut apprendre comment fonctionne le lieu où tu fais ton sport. Donc en montagne, tu comprends les saisons, tu comprends les animaux, tu comprends les avalanches, tout ce système incroyable qui s'est mis en place dans cet écosystème-là. Il faut faire pareil dans l'océan. Donc il faut des cours, ou en tout cas des manières de comprendre ce qui se passe autour pendant que tu perfectionnes ce sport que tu veux absolument faire. Donc je pense que les deux créent des liens encore plus magnifiques pour l'humain, parce que du coup, tu comprends d'autant plus ce qui se passe autour de toi, en toi, et puis comment mieux le faire après. Tout à fait. Et donc on en parlait, tu as un emploi du temps quand même assez chargé, entre deux expéditions, aventures, on va dire plutôt. Donc là, quel est ton emploi du temps un peu sur les prochains jours, semaines ou mois? Quels sont tes prochains projets? Y a l'UNOC qui arrive. Ouais. Un peu la grosse foire qu'on attend depuis quelques mois là. Ouais. Donc, tu peux peut-être rappeler un petit peu le contexte, ce qu'est l'UNOC, les enjeux. Donc c'est la conférence sur l'océan des Nations Unies. Donc c'est là où vont se retrouver beaucoup trop de politiques de plein de pays différents. Bien sûr. Qui vont essayer de prendre des décisions, ou on espère vont prendre des décisions pour des choses, par exemple là, les aires marines protégées. On veut des aires marines protégées réellement protégées. On veut que la France continue à montrer son engagement. Qui continue à montrer l'engagement contre du coup le deep sea mining. Donc c'est un leader justement dans ce sens-là. Donc grâce à cet engagement-là, d'autres pays peuvent s'inspirer. Donc chaque pays qui montre en fait, même si c'est un petit truc, ça va montrer l'engagement pour d'autres pays et montrer l'exemple. Okay. Donc là effectivement on a le problème avec le deep sea mining que Trump a permis lui, c'est pas forcément votre allié là. à essayer de donc bypasser toutes les lois internationales dans les eaux internationales. Bien sûr. Pour faire ce qu'il veut. Donc là, on va vraiment devoir montrer qu'en fait, on n'est pas d'accord, que tous les pays ne sont pas d'accord de bypasser des lois internationales, des lois qui sont là depuis des décennies. Donc, Et vous avez t'as l'impression qu'il y a des hommes politiques, ou en tout cas des pays qui sont sponsors, qui sont prêts à s'engager, pas juste en parole, mais en acte également, d'aller plus loin et de soutenir cette cause? Oui. Là, par exemple, le Luxembourg vient de rejoindre le moratoire. Okay. Alors les gens se demandent, mais il n'y a pas d'océan au Luxembourg. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et en fait, c'est tout con, mais c'est un pays qui montre quand même leur engagement et leurs valeurs et qu'est-ce qu'ils ont envie pour leur planète future. Puisque même s'ils n'ont pas d'océan, on dépend quand même de l'océan. Il est là, donc c'est l'océan, c'est le poumon de la planète, donc on en a besoin. David Attenborough vient de sortir un film phénoménal que j'ai pas encore vu, mais le message est très clair. C'est on dépend de l'océan pour notre vie. C'est quel film? Océan. Ah oui, d'accord. Avec S, je crois. Ok, génial. Il sort le 8 juin. Excellent. Voilà. Jour international. Le jour, la fête des océans. World Ocean Day. Ouais. Voilà. Donc lui, il sort bientôt. Donc voilà, le message est très clair. Et tout le monde le sait, encore une fois, comme je disais pour le changement climatique, tout le monde est au courant. Mais là, il faut mettre l'argent et la géopolitique un peu de côté, quoi. Donc c'est ce qu'on espère, mais voilà. Je pense qu'il faut pas se faire trop d'espoir, mais quand même, être une dynamique au clair dans notre message. Ouais. Un peu plus positive, en tout cas en Europe, que peut-être dans d'autres régions du monde, comme aux États-Unis en ce moment, même si Trump ne résume pas à 100% la pensée des États-Unis, hein, mais bon, en tout cas, en Europe, on sent qu'il y a un peu plus une volonté de faire avancer les choses dans ce sens, non? Complètement. Et je pense que justement, il ne faut pas se dire que Trump pense comme ça, donc c'est comme ça. Il faut justement se dire, mais si tout le monde pense différemment, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas d'accord. Il y a plein de messages subliminaux qui existent dans les manifestations, Enfin, je sais pas, je pense à comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux personnes qu'en fait, l'espoir n'est pas perdu. Bien sûr. Il y a des messages dans la rue, il y a des signes partout qui montrent que il y a une résistance à ce message déprimant. Et qu'en fait, faut y croire.
Mais il faut créer ce monde que tu veux voir dans le futur. Oui, faut se battre pour ce monde, ouais. Ouais. Et donc, tes prochaines aventures, est-ce que tu as déjà quelques idées folles? Et ben, donc je retourne en Norvège après l'UNOC. On va passer par les îles Féroé. Ah, génial. Qui, j'espère, vont être un moment dur mais beau, parce qu'on sait très bien que c'est là-bas qu'ils tuent énormément de globicéphales aussi chaque année. Donc je ne sais pas si j'ai envie de voir ou pas, mais en tout cas, voilà, je vais passer là où ça s'est passé. Et là, ce sera un projet beaucoup plus musical. Donc où j'ai envie de consacrer plus de temps à la musique, parce que vu que je bouge beaucoup, c'est quand même dur aussi de manifester cette petite bulle créative qu'il faut en fait nourrir, pour pouvoir bien sûr. Créer après. Et après, ce sera un petit peu de temps à terre. Parce que même si j'adore naviguer, la stabilité manque en ce moment. Donc ça c'est sûr, à force de bouger, à force de rêver grand, à force de passer beaucoup de temps en mer, en fait j'ai besoin d'un truc qui bouge pas. Des petites pauses aussi, oui. Se régénérer. Donc voilà, j'ai hâte de ce moment à terre après. Génial. Écoute, MK, merci beaucoup pour merci à toi. Pour ce moment, pour ce partage, cette musique, ce message. Continue à y croire donc et à se battre. Oui, s'il vous plaît. Merci pour tout et bon courage pour la suite alors. Trop gentil, merci beaucoup. À très bientôt, ciao.